Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Faut-il supprimer le statut de cohabitant? Syndicats et partis de gauche le réclament depuis longtemps. Le Parti socialiste a d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens. Du côté des partis de droite, on s'inquiète en revanche d'une coup qu'une telle mesure ferait peser sur les comptes de la sécurité sociale. Alors en quoi ce statut de cohabitant est-il considéré comme discriminatoire? Y a-t-il des dérapages dans la manière dont il est contrôlé? Quelles sont les conséquences financières pour les personnes concernées? Est-ce que supprimer ce statut serait soutenable ou pas pour les finances de l'État fédéral? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions, deux invités. Florence Reter, bonsoir. Vous êtes députée fédérale pour le mouvement réformateur. Ahmed Laouej, vous êtes chef de groupe pour le Parti socialiste. Avant de vous donner la parole, un reportage tiré des archives de BX1. Le problème n'est pas tout à fait neuf. On va remonter à la fin 2019, si vous voulez bien. C'était le jour d'une manifestation sur ce sujet. Le gouvernement d'Alexander De Croo n'était pas encore en place. Reportage de J. Moscovix. J'ai un contrôle d'un inspecteur de l'ONEM et je ne peux pas montrer que je suis cohabitante, donc je dois retirer tout ce qui m'appartient. Sensibilisation ce matin, gare centrale, à la précarité qui découle du statut de cohabitant. Le problème, quand vous touchez un revenu d'intégration ou le chômage, vous toucherez plus si vous vivez seul que si vous êtes cohabitant. On est plusieurs associations à vouloir la suppression du statut cohabitant qui entrave toute forme de liberté, et également dans l'angle de des parentalités, puisque accueillir son parent chez soi, garder son enfant à la maison, ou quand on est parent solo, cohabiter ensemble, c'est tout à fait possible si on travaille, mais à partir du moment où on a des revenus de remplacement, terminé. Marc avait le statut de cohabitant. Tout allait bien jusqu'à la perte de son emploi. Vos allocations de chômage chutent alors que vous avez toujours bossé. Et comme vous êtes cohabitant, vous êtes rapidement aux alentours des 400 €. Quoi. Donc quand vous avez une maison à payer, vous êtes coincé, c'est foutu. Donc qu'est-ce qui reste comme solution? Pour avoir des indemnités plus complètes, je dirais, vous prenez un cote et puis vous vivez seul. Vous vivez seul pour essayer de vous en sortir mieux. L'objectif de toutes ces associations, c'est d'attirer l'attention des politiques en pleine période de négociation. Depuis presque 20 ans, la promesse est dans l'air, l'engagement. La Belgique est condamnée régulièrement pour ce statut de cohabitant. Je ne vois pas ce qu'on attend. Il est grand temps. C'est vraiment une hérésie du passé. La note de Paul Magnette comprenait la suppression du statut de cohabitant. Les différentes associations espèrent être entendues par les nouveaux informateurs. Alors, Ahmed Laouej, je rappelle, c'était il y a 2 ans, ce reportage. On était en formation du gouvernement à l'époque. Finalement, la proposition n'a pas été retenue dans l'accord de gouvernement. Pourquoi est-ce que vous voulez y revenir maintenant? Parce que c'est un combat de longue haleine et qu'on n'abandonne pas des combats aussi essentiels que la promotion de l'égalité entre les personnes, et en particulier entre celles et ceux qui ont cotisé de la même manière et puis qui se retrouvent un jour ne pas avoir les mêmes droits. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de gens qui ont eu un emploi, qui travaillent et qui du jour au lendemain perdent leur emploi, mais parce qu'ils sont en couple, en cohabitation avec quelqu'un qui a un revenu, un salaire en particulier, ils vont voir leur allocation de chômage, par exemple, être diminuée pour arriver à du 700 € par mois. Donc autrement dit, on est face à une situation d'injustice, et cette situation d'injustice, elle n'est pas digne d'un système de protection sociale moderne qui doit être neutre par rapport au choix de vie, et c'est précisément la raison pour laquelle nous continuons ce combat. Nous avons déposé un texte après avoir demandé une évaluation budgétaire à la Cour des comptes, parce que ce qu'on nous reprochait à l'époque, mais c'est impayable, ça va coûter des dizaines de milliards d'euros. En réalité, non. Ça coûterait 1,9 milliard d'euros sur un budget de la sécurité sociale qui est de 120 milliards d'euros. Donc c'est vous dire si c'est tout à fait finançable pour réparer une injustice qui touche aujourd'hui en Belgique plus de 600 000 personnes, pas que les personnes qui ont une allocation de chômage, mais aussi celles et ceux qui ont une allocation de maladie-invalidité, une GRAPA, hors une intégration sociale, et qui, du seul fait d'être en couple avec quelqu'un, voient leur allocation être rabotée avec en dessous du seuil de pauvreté. Encore une question sur le fond, puis on donne la parole à Florence Reter, Ahmed Laouej. Encore une question sur le fond. C'est pas logique que quand on vit à plusieurs, où on peut mutualiser les revenus, on a finalement plus de pouvoir d'achat. C'est pas normal d'être moins aidé que quand on est une personne isolée? La logique de notre système de protection sociale, c'est qu'on cotise. Et on cotise tous de la même manière en fonction d'un pourcentage qu'on nous prélève sur notre revenu. Il est anormal, inacceptable que parce qu'on est en couple avec quelqu'un, qu'on fait le choix d'être
d'être en couple avec quelqu'un, on voit son allocation qui est individuelle. Hein, c'est bien ça le sujet, c'est l'individualisation des droits. On a un droit à titre individuel et que ce droit à titre individuel, il est raboté parce qu'on fait le choix de vivre avec quelqu'un. Alors, Florence Reter, est-ce que vous pouvez être sensible aux arguments d'Abel Lawège ou est-ce que pour les libéraux, en tout cas les libéraux francophones, c'est non, on ne supprimera pas le statut de cohabitant? Il faut d'abord distinguer deux choses. Il y a le chômage. Monsieur Lawège en a parlé. Le chômage, c'est une assurance. On perd son emploi, on a un revenu assurantiel pour pouvoir rebondir. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a les allocations sociales. Et ça, c'est la solidarité. Et ça, c'est encore autre chose. Et donc, financer l'allocation pour tout le monde, la rehausse de l'allocation en tant qu'isolé pour tout le monde, sans revoir tout le système de sécurité sociale tel que le préconise la résolution du PS, c'est juste pour aujourd'hui totalement irresponsable. Pourquoi c'est irresponsable? Parce que, les pièges à l'emploi. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'une aide-soignante. Elle gagne en moyenne 1 700 € avec un enfant à charge. C'est ce que gagne un allocataire social qui a un enfant à charge. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, s'il est cohabitant, il va partager encore les frais avec son conjoint, etc. S'il est seul, il aura la même chose qu'une aide-soignante qui cohabite, puisqu'elle travaille, de toute façon, ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, en fait, c'est ça que nous contestons. Ce n'est pas la philosophie. Ouais. Est-ce que c'est pas un faux problème, ça, Florence Ah non, Reter? c'est pas un faux problème. C'est un problème des pièges à l'emploi, mais il se pose pour oui, tout mais là, le monde. C'est pas alors aujourd'hui, les pièges à l'emploi, ils existent ouais. déjà. Le différentiel entre le salaire le plus bas sur la grille et l'allocation sociale, il est trop faible. On le dit depuis toujours. Mais aujourd'hui, si, comme le propose la résolution, on augmente, on harmonise vers le haut uniquement les montants que touchent aujourd'hui les cohabitants, sans revoir le reste, on augmente évidemment encore la non-différence, on augmente le piège à l'emploi, et les pièges à l'emploi vont exploser, d'autant que quand j'entends dire « 1,9 milliard, c'est pas grand-chose », dans une situation de crise économique comme aujourd'hui, 1,9 milliard, c'est pas rien, sans compter qu'il va falloir augmenter les dotations au CPAS, c'est pas uniquement 1,9 milliard, il y a tout ce qui va avec. Alors, réponse d'Abel Lawège. Il y a plusieurs choses. D'abord, les pièges à l'emploi, c'est le slogan habituel du MR. Hein. Je suis désolé de vous le rappeler. L'ONEM, comme l'OCDE, montre que les pièges à l'emploi, ça ne tient pas la route en termes de démonstration. Le problème, c'est pas que les allocations sociales soient trop hautes. Le problème, c'est que les salaires sont trop bas. Et donc, quand le MR, sous la précédente législature, a fait un saut d'index en pénalisant les travailleurs, en pénalisant les allocataires, donc en rabotant leurs revenus, on ne peut pas aujourd'hui les entendre venir nous dire le problème, c'est que les allocations sociales sont trop basses parce que les salaires sont trop hauts, parce que les salaires sont trop bas. Non, il faut augmenter les salaires, bien évidemment, et on est bien seul quand on défend l'augmentation de la norme salariale. Il faut le rappeler aussi. Et d'un autre côté, il faut réparer cette injustice. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui tombe malade, donc personne ne travaille, elle tombe malade, elle a une allocation de invalidité qui est rabotée. Et pourquoi est-ce qu'elle est rabotée? Parce qu'elle vit en couple avec quelqu'un. Cette injustice-là, elle est insupportable. Et c'est la raison pour laquelle notre proposition de loi aujourd'hui, elle a toute son actualité. Alors sur le financement, 1,9 milliard, est-ce que je dois rappeler que le précédent gouvernement a réduit les cotisations sociales patronales de 3 milliards d'euros? Donc quand c'est pour le ah oui, alors justement, on les attend toujours, hein, parce que ça n'a pas créé les emplois que vous aviez annoncés. Deuxième élément, donc autrement dit, c'est clairement de l'argent qui a permis d'augmenter les bénéfices du banc patronal. Donc quand il s'agit de faire des cadeaux au banc patronal, là le MR est d'accord. Par contre, quand il s'agit de venir soutenir 600 000 personnes dans notre pays pour réparer une injustice, je parle des cohabitants qui voient leur revenu être raboté, là le MR dit non. Non, il faut être cohérent, Madame Reter. Alors, France, j'aimerais bien comprendre la position du MR. On peut discuter de la suppression de ce statut pour les allocations de chômage ou pas pour les allocations de chômage, et pour les autres allocations sociales, on parle du CPS, on parle de la GRAPA pour les personnes âgées, par exemple. La politique particratique, en tout cas, c'est pas mon sujet. Moi, concrètement, quand je vois quelqu'un qui travaille et qui demain voit son voisin
qui est cohabitant et qui va avoir le même revenu qu'un isolé et qui va finalement gagner plus que la personne qui se lève tous les matins pour aller travailler, ça me pose un problème. Parce qu'il faut quand même bien reconnaître que quelqu'un qui va travailler, il doit payer une crèche s'il a des enfants, il doit payer des transports, il a droit à 0 aide. Ouais, vous êtes en train de nous dire que les allocations de chômage sont trop hautes pour finir. Non, un allocataire, je parle de... Attention, j'ai bien dit, il y a deux choses différentes. Il y a les allocations sociales, il y a le chômage. Le chômage, c'est une assurance pour permettre de rebondir. Ici, vous avez quelqu'un qui ne travaille pas, qui a un revenu, certes de cohabitant, et qui va se voir augmenter son revenu sans rien faire. Je reprécise, alors pour bien que comprendre. d'autres aides existent en plus. Pour bien comprendre, ça veut dire que le statut de cohabitant, vous pourriez le supprimer pour les allocations de chômage ? Vous êtes plus ouvert sur cette question-là que sur les autres allocations ? À relancer un débat sur l'ensemble de la sécurité sociale, parce que dans votre proposition de résolution, vous ne parlez pas des pensions. Dans la proposition de résolution, ce sont les allocataires sociaux, ce sont le chômage et ce sont les assurances maladie invalidité. On parle pas du taux ménage pour les pensions, on parle pas de tout ça dans la résolution. Donc moi, j'ai aucun problème. Il faut à un moment donné venir avec des propositions qui soient responsables, qui soient finançables et qui soit possible. Et on ne peut pas, d'un côté, dire la société évolue, le statut de cohabitant n'a plus lieu d'être, et d'un autre côté, ne pas vouloir revoir l'ensemble. Et je suis prête à discuter du chômage, oui, parce que je préférerais qu'on gagne plus. J'en prends acte. Mais non, mais alors ça fait quand même 150 000 personnes, hein, donc... Quelqu'un qui a... Oui, mais alors il faut pouvoir discuter du chômage et de la limitation dans le temps aussi. Voilà, parce que le chômage, qui est une assurance, ce n'est pas une assurance à vie. L'exclusion des chômeurs non, après 2 ans. Non, ce n'est pas l'exclusion des chômeurs. Aujourd'hui, on cherche. Des métiers en pénurie, il y en a. Je donnais l'exemple d'une aide-soignante, c'est un métier en pénurie. Ça veut dire que vous pourriez revoir le statut de cohabitant sur le chômage, mais que votre souhait, c'est par exemple de limiter à 2 ans les allocations de chômage pour les demandeurs d'emploi. C'est un exemple. Ce que je dis, c'est on ne peut pas venir avec un cadeau de Saint-Nicolas à 6 mois des élections, dire on va rehausser tous les revenus, toutes les allocations sociales pour les cohabitants et sans revoir l'ensemble du système de sécurité sociale. Mais les gens qu'on vient d'entendre ici, vous pensez qu'ils croient au Père Noël ou à Saint-Nicolas ? Ces gens-là, ils sont dans la précarité. Hein. Ce monsieur qui dit... Les allocations sociales, ce n'est pas le chômage. Ce monsieur qui dit, moi je travaillais, je bossais. Et puis j'ai perdu mon emploi. Et parce que je vis en couple avec quelqu'un, je vais percevoir 700 € par mois. Vous trouvez ça acceptable, vous ? Alors que la personne a cotisé toute sa vie. C'est bien pour ça que je fais la différence entre quelqu'un qui a travaillé et quelqu'un qui n'a pas travaillé. Mais vous croyez qu'elles font le choix d'être malades ? Vous croyez que les gens tombent malades comme ça et qu'ils sont heureux de tomber malades ? La question, c'est que si le système a évolué pour ça, il a évolué pour autre chose. Je pense que ça manque de cohérence, tout ce que vous dites. D'abord, je vous le dis clairement, si vous imaginez un seul instant que les gens vont, pour 100 € ou 200 € près, décider d'aller au chômage puis d'aller travailler, c'est mal connaître les réalités sociales. Il y a des gens qui pleurent pour travailler parce que le travail leur amène aussi de la dignité et de l'autonomie dans leur vie. Premier élément. Deuxième élément, je vois bien que quand vous dites qu'il faut réformer les protections sociales, la sécurité sociale, la première mesure que vous proposez, c'est l'exclusion des chômeurs. Et on voit bien que ce système de sanctions ne marche nulle part. C'est pas moi qui le dis à nouveau, ce sont les institutions internationales comme l'OCDE. Troisième chose, vous nous dites cadeau de Saint-Nicolas, Père Noël. Moi, je vous parle d'injustice qui frappe 600 000 personnes. Et en particulier, une injustice qui frappe les femmes, Madame Rother. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que malheureusement, les personnes qui sont le plus souvent discriminées par ce statut de cohabitant, ce sont les femmes. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a encore trop de problèmes d'organisation de notre société. Vous parliez des crèches, qui font que les femmes, bien souvent, et si vous rajoutez à ça en plus les écarts salariaux qui existent entre les hommes et les femmes, c'est souvent elles qui tombent dans le piège du statut de cohabitant. Donc là aussi, il y a de l'équité à rétablir, Madame Rother. Sur ce point-là, Florence Rother, est-ce que c'est quand même pas une réglementation qui appartient un peu au passé, où on considérait que Madame n'avait pas besoin de revenus ou qu'elle pouvait dépendre des revenus de Monsieur ? Effectivement, le modèle familialiste avec le père de famille qui gagne l'argent pour la famille, bien évidemment qu'il est dépassé. Mais il y a toute une série d'autres choses. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Oui, mais est-ce que ça n'incite pas, par exemple, des gens qui pourraient avoir envie de se séparer, finalement de renoncer à se séparer ? Je pense que ça, vous parce allez que du jour au lendemain, ils se retrouvent dans une situation évidemment que l'émancipation, c'est une chose, mais l'émancipation par le travail, c'est le plus important. Et donc, j'ai aucun problème à réfléchir à la philosophie un individu des droits,
bien évidemment, mais on ne peut pas raser gratis. Je suis désolée, on ne peut pas comme ça. Oui, alors il faut le faire pour les pensions, alors il faut le faire pour la réforme fiscale. Et tant qu'à faire, puisqu'il faut revoir, adapter notre système, que ce soit notre système de protection sociale, notre sécurité sociale, mais il faut aussi alors revoir le fonctionnement des syndicats, qui n'est plus aussi d'un autre temps. Si la société évolue, elle évolue pour tout. Alors, je vais vous proposer d'avancer dans le débat, si vous voulez bien. J'en donne juste un chiffre. 1,9 milliard, c'est le coût total estimé par la Cour des comptes si on alignait tous les statuts de cohabitants sur les statuts d'isolés pour toutes les allocations. Si on parle que du chômage, là, on est à 440 millions. Et le budget de la sécurité sociale, effectivement, c'est plus de 100 milliards par an. Je vous propose d'entendre un autre témoignage. C'est celui d'un avocat. Il s'appelle Neven. C'est l'avocat de la Ligue des familles, Jean-François Neven. Il intervenait dans notre journal de 12h30, le 19 octobre, avec Vanessa Lullier et Camille Tanquin. Il revient sur la manière dont on contrôle le statut de cohabitant. Et ça concernait, dans son exemple, un couple liégeois. Il y a un contrôleur de l'ONEM qui s'est posté en face de chez eux, sans se dévoiler, évidemment, donc c'était une forme d'espionnage, et il a dressé des rapports en disant, eh bien, aujourd'hui, je vois au travers de la fenêtre que monsieur est en train de regarder la télévision dans le salon de madame. Ou, autre jour, il dit, eh bien, je vois qu'ils sont l'un et l'autre en train de discuter dans la salle à manger de l'appartement de madame. C'est quand même des atteintes à la vie privée, et la question est de savoir, est-ce que c'est justifié, est-ce que ce n'est pas disproportionné ? Est-ce que l'objectif que l'on poursuit au travers de ces contrôles permet d'aller aussi loin dans les investigations vraiment de l'intimité ? France Reuter, libérale, est-ce que ce n'est pas un peu intrusif, ces contrôles ? Oui, ben là, je pense que vous prenez un cas extrême. Si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur le statut des femmes. C'est un cas qui sert parce que je n'ai pas répondu à cette question-là. D'une action en justice. Et elle est fondamentale. Enfin, les femmes, si on les cantonne au foyer, avec un revenu supérieur, alors que si elles vont travailler, elles ont un revenu digne. Vous croyez vraiment que c'est ça qui va émanciper les femmes ? Je voulais quand même revenir là-dessus. Et par rapport à l'exemple que vous venez de me montrer, vous savez, j'ai siégé en commission logement pendant des années au Parlement wallon. Le nombre de logements sociaux qui sont attribués pour des personnes soi-disant isolées, qui en fait vivent en couple, c'est juste un scandale, alors qu'il y a des familles entières en demande de logement et qui sont parfois obligées de dormir dans une voiture. Précision quand même là, que la justice sociale, elle est dans les deux sens. Et sur le cas auquel Jean-François Neven faisait référence, il y a quand même un arrêt, enfin une demande de la Cour du travail de Liège, une question préjudicielle auprès de la Cour constitutionnelle pour savoir si c'est discriminatoire ou pas au principe d'égalité de traitement. Il est discriminatoire ce statut de cohabitant pour vous ? Bien sûr qu'il est discriminant. Je le répète, on part d'une situation où les gens cotisent de la même manière et puis n'ont pas les mêmes droits sociaux parce qu'ils ont le malheur, si je puis dire, entre grosses guillemets, alors pourquoi de vivre, vous n'avez pas intégré la pension de vivre dans avec, votre de vivre avec quelqu'un. Mais sur les pensions, il faut tout revoir alors. Mais moi, je n'ai pas de problème à tout revoir. bien, mais si c'est pour priver les gens des droits sociaux comme vous le proposez avec les gens qui perdent leur emploi et qui se retrouvent le lendemain au chômage à 50 ans et qui ne retrouvent pas d'emploi, ça je ne suis pas d'accord et je ne vous suivrai pas. Autre chose, Madame Reuter, il faut revenir à un moment donné à vos slogans, de dire que les gens... Mais moi, je ne parle pas de slogans. Mais attendez, si, quand vous dites que les gens ne vont pas aller travailler parce qu'en restant au chômage, ils gagneraient 100 ou 200 euros en plus, ça c'est mal connaître les réalités sociales. Les gens, ils vont travailler et ils cherchent du boulot, même mal payé, hélas, parce qu'ils ont besoin de dignité. Ils ont besoin de s'insérer dans la vie sociale. Ils savent aussi qu'en travaillant, ils cotisent pour leur pension précisément et pour toute une série d'autres choses. Autrement dit, le travail leur amène autre chose que le revenu qui est insuffisant et que vous ne voulez pas augmenter. Alors, courte réponse de Florence Reuter. Vous vous cantonnez aux chômeurs, qui est le mauvais exemple, comme je vous l'ai dit, puisque le chômage, c'est une assurance. J'ai parlé des gens malades, Madame Reuter. Et vous parlez le prix de l'amour pour les personnes handicapées, nous l'avons, que nous avons mis sur la table et que nous avons obtenu. Il y a 17 ans, mon première commission au Parlement fédéral. Alors poursuivez dans la même logique sur le statut de cohabitant. Poursuivez sur la même logique le statut de cohabitant. Vous parlez de l'assurance, vous ne parlez pas des allocations sociales. Ce sont deux choses différentes. Les chômeurs ont cotisé. Et je préfère effectivement qu'un chômeur ait plus tout de suite pour permettre de rebondir et de retrouver du travail très vite, plutôt que de le laisser stagner au chômage avec un chômage dégressif pour finalement gagner le revenu d'intégration sociale. Et cette mesure ne profite qu'aux allocataires sociaux. J'ai une question que j'aimerais quand même vous poser. Pourquoi est-ce que vous redéposez cette proposition maintenant ?
En sachant que vous n'avez quand même pas du tout une majorité à la Chambre là-dessus, puisque que c'est le rôle- les libéraux c'est sont le- contre, le CDNV est contre, même Vorecht et les socialistes flamands ne sont pas emballés. Il y a beaucoup de dossiers pour lesquels il n'y a pas d'accord de majorité au sein du gouvernement, au sein du Parlement. Vous n'avez pas ça le ne faire veut pas passer dire, à 9 mois des ça élections. ne veut pas dire que le Parlement doit se mettre comme ça à l'arrêt parce qu'on se rapprochait d'une échéance électorale. C'est un combat qu'on mène depuis toujours parce qu'on trouve qu'il est juste. Et que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une majorité au gouvernement que pour réparer des injustices qu'on doit abandonner les combats. Donc autrement dit, ici dans la séquence, il faut juste se rappeler qu'en effet, nous avons pu avancer sur le prix de l'amour, c'est-à-dire les personnes handicapées qui, là aussi, parce qu'elles étaient en couple, voyaient leur allocation handicapée être rabotée. Oui. Deuxième chose, la droite nous disait c'est impayable, ça va coûter Ce n'est pas vrai, c'est ça va Daniel coûter, Baclen qui attendez, s'est battu ça va pour coûter ça des il y a dizaines, 20 ans. de milliards d'euros. On fait la démonstration que c'est 1,9 milliard d'euros et que c'est finançable. Je donne un exemple. Quand on dit aux libéraux, mais écoutez, fiscalisons un peu plus le capital. Donc mettons à contribution les gros patrimoines Mais pour l'instant, vous financiers. n'avez pas de Ça nous majorité, rapporterait Ahmed de quoi Lawedge. financer précisément Est-ce que c'est pas juste de la com fin de cette préélectorale? discrimination. Vous n'avez pas de majorité, il n'y a pas d'opportunité. On ne va pas passer au vote avant le mois de juin prochain. On vote au mois de juin de l'année prochaine. Hein. Donc Le vous prenez Parlement ne va pas se mettre à l'arrêt. Donc oui, on a d'abord attendu l'évaluation de la Cour des comptes, on a fait plein d'auditions, on répond à toutes les questions qui sont posées par la droite. Et puis une fois qu'on a déposé le texte en disant, écoutez, voilà, maintenant on a les chiffres, on avance, on en débat, on voit des fous fuyants, on nous invente des nouveaux dossiers qui évidemment sont insupportables pour nous. Je pense notamment à tout ce qui est sanctions contre les allocataires. Et puis surtout parce qu'on a fait l'impasse. Un avocat qui dit qu'il y a des contrôles à domicile, de la surveillance sur des gens parce qu'on pense qu'ils sont en train de frauder sur le statut de cohabitant. Vous trouvez ça acceptable, vous, quand il y a de la grande fraude fiscale avec des grands criminels organisés qui nous coûtent des dizaines de milliards d'euros par an, Florence de s'en Rotter, prendre à des gens qui déjà sont dans la précarité? Est-ce que vous pourriez entendre la demande du PS dans l'hypothèse où vous seriez ensemble dans une prochaine majorité, ou est-ce que c'est non, jamais, ça ne passera je pas? le répète, Monsieur Lawedge parle de slogans, mais je n'entends que des slogans. Je n'ai pas entendu un exemple concret. Moi, j'ai été voir des exemples concrets. Quand j'entends une dame allocataire sociale dire « je vis avec mon fils travaille, il gagne un salaire net de 2 000 € par mois, mais je ne veux pas qu'il participe au loyer parce que j'estime qu'il doit mettre de côté pour s'acheter une maison », vous trouvez normal que ce soit l'État? Alors j'ai une dernière question pour tous les deux. J'aimerais bien qu'on parle concret. Et moi, je ne fais pas une politique sur slogan. Et sur la ce que je viens de comprendre aujourd'hui, c'est que c'est tous des fraudeurs. 15 secondes. Sur la philosophie de revoir l'évolution de la société et de revoir, mais il faut revoir et faire table rase de tout et revoir. Je trouvais le débat courtois, je le trouve vraiment reste insupportable. courtois. Non, je le trouve vraiment Mais je insupportable. voudrais des cas concrets. Les gens qui ont témoigné, qu'on a vu à cette manif qui était organisée en 2019, pour vous, c'est tous des fraudeurs? C'est tous des gens qui trichent? Est-ce que vous avez encore des choses à faire ensemble dans un gouvernement? Ahmed Lawedge, Florence Rotter. Je vais Parce répondre. on parle du statut de cohabitant. Je vois que vous vous chamaillez aussi sur la loi anti-casseurs. Il n'y a plus grand-chose qui vous réunit. Je trouve dommage qu'on reste dans la caricature. Non, c'est vous qui caricaturez, Monsieur Lawedge est dans la caricature de la gauche, de l'État-providence. Et moi, j'essaye simplement de dire il y a des métiers en pénurie, il y a des gens qui travaillent et qui risquent de gagner moins que des allocataires sociaux. Donc, ce n'est pas normal. Madame Rotter parle d'un exemple vécu manifestement, d'un témoignage, et elle en tire comme conclusion que ce sont tous des fraudeurs et tous des tricheurs. C'est inacceptable et insupportable. Il faut respecter la dignité des gens. Et alors, on va en rester là. Ce sera la conclusion de ce débat. Florence Rotter pour le mouvement réformateur, Ahmed Lawedge pour le Parti socialiste. Demain, on s'intéressera aux conséquences économiques du réchauffement climatique. Les investissements pour se préparer au changement ne semblent pas suffisants d'après un dernier rapport. Alors, est-ce que les entreprises s'y préparent vraiment? On en débattra avec Benoît Lallemand de l'ONG Finance Watch et Vanessa Bibol de la Fédération des entreprises de Belgique. Ça, ce sera demain soir. Et puis demain matin, notre matinale Bonjour Bruxelles. On recevra notamment François De Smet, le président de Défi, à 8h15 et Pierre Lejeune de la CGSP Cheminots. Les cheminots sont en grève demain. Si ça vous concerne, je vous rappelle l'information. Merci d'avoir été là et à demain.